Pour nous raconter les grandes lignes de la vie et de l'œuvre de Orson Welles, je suis en compagnie de Monsieur Francis Desbarat, qui travaille à la Cinémathèque de Toulouse. Bonjour. Bonjour. Et avec vous, nous allons essayer de retracer en quelques mots et en quelques minutes l'œuvre de Welles, qui n'est pas une mince affaire. Oui, il faut dire tout de suite que c'est une des œuvres fondamentales du cinéma et en plus une des personnalités les plus étonnantes de cette histoire. Il y a 3 ou 4 personnages dans le cinéma américain qui comptent autant que lui, pas plus. Ce qu'il y a de plus extraordinaire, moi, je trouve, chez Wells, c'est que c'est un homme qui, quand il fait son premier film, réinvente presque un cinéma très visuel, pratiquement comme le cinéma muet en 1939. Le cinéma muet est mort depuis 29 ans et depuis 1929 et depuis 10 ans on fait des films assez pauvres visuellement. Il invente donc un style très riche et en même temps c'est un homme de radio. Il est arrivé au cinéma par la radio. Alors c'est ça qui a de passionnant chez lui. Les mauvaises langues, et elles sont rares, ont des fois affirmé que chez Wells, la forme était plus inventive et plus intéressante que le fond. Est-ce que quelquefois, pour certains de ces films, vous avez rejoint ce point de vue? C'est curieux comme façon de voir. Je crois que Wells, d'abord, il y a quelque chose qui passe très fort. C'est un des rares hommes de gauche américains. Et puis, il y a deux gauches aux États-Unis. Il y a une gauche bête et une gauche intelligente. La gauche bête, ça peut être, si vous voulez, ce qu'on a vu l'autre jour à la télévision, à Reine sanglante de Ruben Mamoulian, où dès qu'il y a une hiérarchie dans un groupe, il y en a un qui dit mais c'est quelque chose de réactionnaire. Et puis il y a la gauche plus intelligente, celle qui prend des risques. Et dans tous ces films, Wells met en scène des gens qui sont assoiffés de pouvoir et il met en place des structures de type policier. Par exemple, dans La soif du mal, il y a un personnage qui dit mais cette façon de procéder, c'est normal dans la police. C'est quelqu'un qui répond non, dans les états policiers. Bon, alors, ces personnes qui l'accusent de formalisme, si elles faisaient l'effort de dire un petit peu, elles seraient ravies de voir que aussi il y a un aspect très précis dans l'œuvre à ce niveau-là. Vous avez dit que Wells était un homme de radio. C'est vrai qu'il avait affolé la plupart, enfin ses auditeurs avec une reconstitution assez réaliste, paraît-il, de la guerre des mondes. Est-ce que c'était un homme par rapport à la littérature? Quels étaient ses rapports? Par rapport à la littérature, je crois que culturellement c'était un monstre, un phénomène. C'est quelqu'un qui, très jeune, à 17 ans, connaissait par cœur Shakespeare, possédait à fond le théâtre élisabétain, et ça c'est quelque chose de fondamental chez lui. Alors, bon, il a dévoré toutes les formes de culture qu'il y avait aux États-Unis à cette époque-là. Et quels ont été ces films qui ont été adaptés d'œuvres littéraires, s'il y en a eu? Parmi ces films, il a pris, bon, évidemment, Shakespeare, il a pris aussi Kafka, il a pris, là, ce qui me revient à l'esprit, c'est à peu près tout. Sinon, il s'est débrouillé avec des romans de seconde zone qu'il adaptait. Mais enfin, la plus grande chose qu'il a faite, c'est sur Shakespeare. Cependant, quand on regarde ses premiers films, c'est lui qui écrit les scénarios. Et c'était la première fois aux États-Unis qu'un metteur en scène avait la liberté d'écrire, de réaliser, de diriger, de jouer. C'était l'histoire de Citizen Kane, c'est quelque chose d'exceptionnel. Il avait 25 ans et on lui donnait toutes les libertés que personne n'avait à Hollywood à ce moment-là. Alors ça nous fait penser un petit peu à Steven Spielberg, dans un autre style. Lui aussi, il a eu tout de suite, mais je pense que la comparaison s'arrête là. À votre avis, quel aurait été le film que Wells aurait tourné s'il avait trouvé les capitaux nécessaires cette année ou il y a quelques années? Quel genre? Est-ce qu'il se serait adapté à l'ère du temps? Ah oui, oui, ça je crois que Wells, quand on l'entend parler, a une honnêteté, une modestie par rapport au monde et par rapport aux choses qui fait que je l'imagine tout à fait capable de filmer aujourd'hui des choses qui se passent. C'est comme Fritz Lang qui, à la fin de sa vie, rêvait de faire un film sur la jeunesse. Bon, je n'ai pas en tête de déclaration de Wells sur 68 par exemple, Lang en avait fait, ou sur cette période-là, mais j'imagine très bien que ça devait tout à fait le passionner. D'après vous, quel est le film
c'est une question un petit peu en même temps idiote, mais qui fait toujours plaisir pour ceux qui vont entendre la réponse, et en même temps un petit peu piège. Mais à votre avis, quel est le film qui contient en lui le plus de choses, vu que quand il y a un génie comme Orson Welles, ça va dans tous les sens. C'est une question à laquelle je répondrai facilement pour beaucoup d'autres metteurs en scène. Là, d'une part, il faudrait revoir tous ces films et ensuite les revoir au cinéma. Il y a quelque chose qui est très mauvais, c'est qu'à la télévision, il y a des cinéastes qui passent très bien à la télévision, mais lui, dans la mesure où il travaille beaucoup sur le son et sur les rapports des acteurs à distance d'un bout à l'autre de l'image, c'est quelque chose qui se perd beaucoup à la télévision. Alors, je sais pas, les films qui pour moi sont les plus facilement enthousiasmants, c'est Citizen Kane, La Splendeur des Amberson, La Dame de Shanghai, La Soif du Mal. J'aime peut-être moins, mais je le connais moins bien, le Falstaff. Et voilà, ce que je peux dire, c'est qu'il me semble qu'il y a un film qui est raté, c'est le procès de son procès à partir de Kafka. Alors Citizen Kane, son premier film, qui est sorti en quelle année? Son premier film doit dater de 40-41, il est sorti aux États-Unis, il a été tourné très vite. On a fait à Wells une très fausse réputation, celle d'être un metteur en scène dépensier. En réalité, c'est une légende forgée de toutes pièces par le studio où il travaillait pour pouvoir le virer. On justifiait comme cela le fait qu'on les renvoyait. Citizen Kane est sorti, je crois, en 41, mais il est très mal sorti parce que il avait eu l'audace absolument folle de prendre comme modèle le magnat de la presse Hearst, lequel a voulu à toute force faire bloquer la carrière du film. Et il y a partiellement réussi, même tout à fait réussi. Alors on en est à Citizen Kane, son premier film sort, quels sont les grands apports visuels, les trouvailles qu'on peut trouver dans ce film? Bon, les apports visuels, ils sont très, très connus. D'abord, il a réinstauré quelque chose qui avait disparu à la fin du cinéma muet et au début du parlant, c'est la profondeur de champ, c'est-à-dire le fait de montrer en même temps sur le bord de l'image un personnage dont on peut détailler le visage et la main, et au fond, imaginons dans une pièce, quelqu'un qui rentre dans la porte. Cette tension entre le premier plan et le dernier plan, c'est lui qui l'a remis en place. Et par ailleurs, sur le plan de la construction du scénario, il a fait des constructions complexes avec des flashbacks qui ne se faisaient pas du tout à l'époque. Ensuite, il a travaillé sur la voix, sur la volupté des voix, les voix de quelqu'un qui raconte l'histoire, et puis tout d'un coup on se rend compte que ce personnage qui nous racontait, on avait l'impression qu'il était en dehors de l'histoire, est dans le plan, et il continue sur le même ton. Bon, enfin, il admirait beaucoup Sacha Guitry, qui est aussi un très grand cinéaste de la voix, c'est pas par hasard. Par rapport à Citizen Kane, est-ce qu'ensuite ces autres films ont, à votre avis, baissé en invention? Ah. Oui, c'est très rare des carrières qui commencent dès le départ par un chef-d'œuvre. Ceci dit, Citizen Kane, ce n'est pas un premier film ordinaire. Il a déjà conduit une troupe de théâtre, fait des émissions de radio. Alors même s'il a que 25 ans, c'est un très vieil artiste déjà. Et ensuite, bon, son système est installé. La surprise fonctionne moins. Ce qu'il y a, c'est qu'il a réussi dans des conditions très difficiles, matérielles, morales, à rester au même niveau. Bon, La Dame de Shanghai, qui est un roman à intrigue où il n'y a pas de prétexte politico-social, moi personnellement me touche plus peut-être dans la mesure où le sujet est moins ambitieux. Et à travers la forme, l'émotion et ce qu'il veut dire est beaucoup plus intense. Par rapport à l'histoire du cinéma, au fur et à mesure, par rapport à la manière dont le cinéma se déroule dans l'histoire, est-ce qu'à votre avis, Orson Welles a inventé des choses ou est-ce qu'il a réutilisé des choses qui étaient enfouies, qui avaient été oubliées par les premiers cinéastes du parlant? C'est-à-dire que quand on réinvente quelque chose ou qu'on désenfouit quelque chose, déjà on le crée parce que il y avait un effort à faire, une démarche, et c'est cette démarche qui est la création même. Ensuite, si on se reporte au choc qu'a été la découverte de Citizen Kane en France en 1945, tous les gens qui l'ont vu à l'époque étaient mais terrassés, stupéfaits, ils sont allés le voir plusieurs fois. Je crois qu'il y a, si on devait résumer l'histoire du cinéma en 3 films, on dirait en
15 naissance d'une nation de Griffiths, en 1941 Citizen Kane et en 1960 À bout de souffle. Et l'histoire du cinéma, c'est trois chocs qui n'ont cessé. On voit toujours les répercussions d'À bout de souffle dans l'histoire du cinéma aujourd'hui. Citizen Kane a tout ébranlé pendant 20 ans. Si on regarde ce que Godard écrit de Wells, il dit tout le monde lui doit tout. Et par ailleurs, Wells dit moi je ne suis pas un génie, moi je ne suis pas un artiste maudit, mais il y a trois hommes dans le cinéma américain qui ont beaucoup souffert. Alors c'est très intéressant de voir lesquels il cite. C'est Griffiths, Steinberg et Strauss. Voilà. Comment était-il avec les acteurs? On peut penser que bon, lui-même s'est mis en scène souvent, a joué dans beaucoup de ses films, il a été aussi acteur sous la houlette d'autres gens, mais on peut quand même facilement imaginer un tel monstre physiquement, et surtout, paraît-il qu'il avait aussi une voix qui était très forte et on a l'impression qu'elle allait engloutir tout le monde. On pourrait penser qu'il était d'une férocité un peu exagérée. Comment était-il? J'ai pas de cette question. A priori, je me dis, je ne sais pas y répondre parce que il n'y a pas de déclaration là-dessus. Et puis, si on réfléchit, les metteurs en scène qui prennent les acteurs comme du bétail, bon, il y a Steinberg, n'ont pas de relation d'amitié avec leurs acteurs ou leurs actrices. Ils ont des relations impossibles, d'amour impossible, Steinberg, Marlène. Tandis que quand on voit, ou quand on perçoit la façon dont Jeanne Moreau parle d'Orson Welles, c'est très curieux. On a l'impression que lui, il a donné beaucoup. Elle dit je n'étais pas l'ami d'Orson Welles, mais il était mon ami. Il y avait quelque chose qui passait de lui à moi. Moi, je ne peux pas dire si je lui donnais. Alors, c'est un metteur en scène qui, sans doute, devait pomper les acteurs, comme le font tous les metteurs en scène, mais aussi redistribuer, donner beaucoup, parce que Jeanne Moreau est restée l'amie de Wells pendant 22 ans. Ils ont fait 2 films, même plus. Je l'ai entendu dans une déclaration ancienne dire ça. Je pense que Jeanne Moreau, c'est une personne qui a des amitiés qui durent. Et ils ont fait 2 films ensemble. En principe, les amitiés de tournage disparaissent à la fin de tournage. C'est des choses très provisoires, c'est un univers artificiel. Autrement dit, Orson Welles, il devait aimer terriblement séduire tous les gens qui étaient autour de lui. Et pourtant, physiquement, il était assez complexé. Depuis sa mort, beaucoup d'articles sont parus. On disait qu'il portait souvent un faux nez. Quel est le taux de réalité de cette anecdote, pour parler savamment? Je ne sais pas, c'est vrai que dans la décade prodigieuse de Chabrol, il avait un faux nez absolument ahurissant. Et quand il était jeune, il se noircissait, enfin il se maquillait les joues pour paraître plus vieux. Mais c'est quelqu'un qui a réussi à 17 ans à se faire engager en Irlande dans une troupe de théâtre en paraissant 27. Donc c'est quelqu'un complexé par son corps. Bon, quand on voit ses photos jeunes, il est d'une beauté extraordinaire, et puis sa voix est magnétique, et personne ne devait lui résister. Et quand, à l'âge où il était, là maintenant, en 60 ans, c'est un homme superbe, splendide, d'une générosité physique, même il est devenu le maquillage qu'il se donnait quand il était jeune. Bon, ça c'est quelque chose de très curieux. C'est quelqu'un qui était travaillé par le masque. Je ne pense pas que c'était quelqu'un qui avait un complexe au niveau de son corps. Ça me paraît une façon, comment dire, anecdotique et très réductrice. C'est vrai que le masque, c'est fondamental dans la vie et dans l'œuvre de Welles. Il n'y a qu'à voir comment, par exemple, dans Mister Arcadine, il se maquille en Père Noël. Et les gens se moquent de lui dans une séquence très importante où il propose des dollars. Les gens se moquent de lui parce qu'il y a quelqu'un qui dit « Mais non, vous n'êtes pas quelqu'un de très riche, vous êtes le Père Noël. » Et bon voilà, c'est peut-être une réponse, ça. Mais c'était quand même un provocateur, parce que quand il a dit il y a 3 ans au Festival de Cannes où il était invité, quand il dit le métier de metteur en scène c'est le métier le plus surestimé du monde, c'est le seul métier dans lequel quelqu'un peut être mondialement reconnu pendant 50 ans en faisant un seul film, il se tourne un petit peu lui-même en dérision. Est-ce que c'était l'amertume de la fin de sa carrière? Ah, je crois tout à fait, oui, parce que c'est quand même quelqu'un qui a été saqué par Hollywood, par les États-Unis, et après il a fait des films avec des bouts de ficelle, des tournages qui s'arrêtaient parce que l'argent n'arrivait pas ou parce que les producteurs étaient partis, s'étaient fait la malle avec l'argent. Et c'est le fameux tournage de Macbeth à Mogador où toute la troupe ne peut plus manger parce que l'argent n'arrive pas au Maroc. Donc
il devait estimer qu'il n'avait pas fait vraiment les films qu'il pouvait et qu'il avait les moyens de faire. Et donc, il pensait qu'il n'avait compté que pour Citizen Kane. C'est le seul film totalement libre qu'il ait fait. Alors, on reprécise un petit peu la manière dont il a fini sa carrière. Il a fini, paraît-il, sa vie, il l'a fini seul, paraît-il. Et puis surtout, dans incapacité, impossibilité de tourner. Est-ce que c'est pas, ça nous offre pas une possibilité de, de critiquer le système américain? Et, excusez-moi, et même la France, qui finalement ne l'a pas beaucoup permis de tourner. Oui, la France n'avait pas permis beaucoup de tourner, si quand même, parce que les quelques films qu'il a fait, il les a fait en France. Ce sont des producteurs français qui les a fait. Mais depuis 10 ans. Oui, depuis 10 ans, c'est vrai. Mais alors, je pense que Wells n'était pas un extraordinaire gestionnaire qui devait faire trop facile. Ce n'était pas, si, c'était un gestionnaire rigoureux, mais ce n'était pas un financier. C'est-à-dire que il n'était pas en mesure de faire un montage financier et de savoir à qui il pouvait faire confiance ou pas sur les rapports avec les banques ou les choses comme ça. Alors, par exemple, il a fait un film avec des capitaux iraniens. Ce film est tourné, il date de 72, il existe, ou 74, il existe. John Huston d'ailleurs est un des acteurs. Et il est bloqué parce qu'il y a eu un conflit, parce que il n'a pas été distribué. Bon, il y a un film de 42 dont on a retrouvé tous les rushs il y a quelques temps. Il y a un film entier, même plus, j'ai l'impression, qui n'a pas été monté, qui existe. Il y en a un, je crois, en 56, un Don Quichotte, qui est aussi à l'état de film inachevé. Alors, les États-Unis ne voulaient plus faire tourner Wells. Bon, ça, c'était quelqu'un qui les gênait. En Europe, c'est vrai qu'il n'a pas trouvé sa place. Il était en train de monter un film. D'ailleurs, l'acteur était choisi, c'était l'acteur de Dance with a Stranger, le jeune garçon, Everett, et qui jouait le rôle de sa vie. Alors c'est curieux, enfin c'est curieux. C'est un hasard macabre qu'au moment où il allait retourner un film important, mais où il allait raconter que sa vie, l'histoire de sa vie, lui ayant fait Citizen Kane, il meurt. Peut-être qu'il y avait une sorte d'impuissance. Il y a quelqu'un qui dit qu'il y avait une grande autodestruction chez Wells. C'est peut-être ça aussi qui explique les choses. Et ce film dont vous faites allusion aurait été tourné avec des capitaux français ou des capitaux américains? Celui qui était mis en place maintenant, je ne sais pas d'où venaient les capitaux, je ne sais pas du tout. Pour terminer, il y a une phrase une phrase qui m'a assez choqué dans Libération qui est paru à l'occasion de la mort d'Orson Welles. Et il disait je n'aime pas aller au cinéma, j'aime faire du cinéma. Est-ce qu'il avait donc est-ce que c'était un cinéphile? Quand on est en mesure de citer Griffiths, Steinberg, Stroheim, on est forcément un cinéphile. Quand on fait à 17 ans un premier film pour se moquer du chien andalou et du sang d'un poète, on est quelqu'un qui est travaillé par les cinéastes importants. Et après, il est devenu l'ami de Cocteau, d'ailleurs. Mais cette phrase, c'est une phrase très sincère. C'est vrai que, d'abord, elle révèle un homme pour qui il faut toujours que les choses avancent. Ce n'est pas un fétichiste du film. Ce qu'il aime, c'est l'acte, la mise en scène, la mise en place, le côté mégalomaniaque que consiste le fait de faire un film. Faire un film, c'est encore plus fou que mettre en scène une pièce de théâtre. On maîtrise beaucoup plus de gens, on a beaucoup plus de pouvoir, on a beaucoup plus d'importance. Il faut intégrer, il faut être un ordinateur qui va intégrer beaucoup plus de choses. Après, le résultat, il ne l'intéressait pas. Mais de même, il disait qu'il n'aimait pas tellement jouer. C'est quelqu'un de curieux, ce niveau-là. Il a apparemment des contradictions qui, je crois, révèlent des choses très profondes chez lui. Oui, d'autant plus qu'il me semble avoir entendu qu'il regrettait qu'on ne lui donne pas des rôles en même temps, ce qui est un peu paradoxal. Il regrettait de ne pas jouer suffisamment, même s'il n'aimait pas ça. Oui. Oui, parce qu'il jouait très bien et en même temps, il jouait très bien, il buvait bien du whisky pendant ses rôles, parce que il y a certains films où on voit carrément presque la bouteille au bord de l'écran. C'est une personnalité pour qui dévorer la vie et vivre avec beaucoup de gens qu'il voyait, avec qui il avait des contacts, comptait autant que faire une œuvre. Je vous remercie. Je voudrais savoir si la Cinémathèque de Toulouse compte dans les mois à venir faire quelque chose, repasser certains films, faire un hommage spécial. C'est bien possible, oui, nous avons quelques petites copies en réserve. Merci.